Il était pas mal ce week-end, non? Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 40e numéro de l'émission Top Do. Et on s'est dit, pour fêter un chiffre rond comme ça, qu'on allait privatiser le circuit des 24 heures du Mans. On se dit pourquoi pas. Et bon, privatiser, nous avions, mon cher Valentin Glo, 350 000 de nos amis les plus proches qui étaient avec nous ce week-end, évidemment. On a vraiment beaucoup d'amis. On a beaucoup d'amis, écoute, c'est la rançon de la gloire, j'ai envie de dire. Mais donc, les 24 heures du Mans, évidemment, se sont tenues ce week-end. Et c'est Toyota qui s'impose pour la 6e fois, première victoire depuis 2022. Mais cette fois, c'est la 7, parce que c'est surtout la 8 qui avait trusté les victoires dans cette période-là. Tout à fait, le retour de Toyota au sommet des 24 heures du Mans. Avec effectivement la victoire de Camille Kobayashi, Mike Conway et Nick De Vries au terme d'un coup tactique magistral, puisque les Toyota qui partaient seulement 14e et 15e sur la grille se sont décalés quasiment d'entrée de jeu après à peine 20 minutes, 20-30 minutes de course. Ils se sont décalés en stratégie et ça les a parfaitement remis dans la course pour la victoire. Et à la fin, c'est du coup la numéro 7 qui s'impose et la 8 qui prend la 3e place avec Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi et Brandon Hartley. C'est ça, on a deux Toyota sur le podium. On savait que Toyota serait très forte, mais bon, il y a d'autres constructeurs dont on parlera qui étaient aussi très forts. Je vous propose de retrouver d'ailleurs Nick De Vries, l'un des 3 vainqueurs de ces 24 heures du Mans, qui remporte pour la première fois le Mans d'ailleurs, qui était à l'autre micro. Le Mans chooses you, and there were many moments during the race that we thought that it was not going to be ours. In fact, we thought we were out of contention. But it just proves that this race is relentless, and it never stops. Obviously, the last safety car, 6 hours to go, was very helpful for us, and that opened up everything. The last 1 hour 15, I didn't watch the TV. I went into my room. I did nothing, but I just repeated folding my clothes, over and over again to kill the time. I didn't want to see my phone because I knew that people would be messaging me with kind of updates. So yeah, it was extremely stressful, and it's just, you realize how hard it is. You get one opportunity a year, and the competition is extremely strong, especially in the modern era. So you need everything to be right to accomplish this, and I'm proud of my team. When I got out of the car the last time, when the car was in the lead and Kamui jumped in for 2 stints, I jumped out, and I kind of knew we were in the lead, but I asked again, are we leading? Yes. And then, I was just stressed from that moment. I was fighting with myself, if I'm honest. But that was the first moment I really thought, okay, it could happen. But I did not allow myself to think about, all of this. On évoquait, Valentin, justement, d'autres constructeurs qui étaient en forme. Indéniablement, BMW, pole position pour la numéro 15. C'est Kevin Magnussen qui a mené cette voiture d'ailleurs au départ de ces 24 heures du Mans, et c'est Dries Vanthoor qu'on avait eu dans l'émission d'ailleurs pendant cette semaine qui avait fait la pole position. Et finalement, la numéro 20 termine en 2e position du podium. C'est pas passé loin cette fois-ci du coup pour BMW. Oui, finalement, c'est la numéro 20 de Sheldon van der Linde, René Rast et Robin French. Cette même voiture qui avait gagné les 6 heures de Spa-Francorchamps, la manche précédente, qui prend la 2e place, puisque la numéro 15 a tout égringolé notre placement, mais via la pole position. Elle n'a même pas bouclé le premier pont en tête d'ailleurs. Voilà, le route à fait. Kevin Magnussen a perdu beaucoup de place à la voiture. Il était tout ceci au départ, avant de se reprendre. Et la 15, de toute façon, n'a même pas fini la course. Un accrochage pour Hunter et ensuite des problèmes électriques qui ont cloué la voiture dans son garage jusqu'à l'arrivée. Mais la 20 a fait une magnifique course. Elle a longtemps tenu la tête et ça a longtemps bagarré avec les Cadillacs en tête de la course avant malheureusement céder face à la force de frappe des Toyota à 3 heures de l'arrivée. Je veux d'ailleurs saluer le fair play de BMW sur ce coup-là, puisque donc la 15 est restée très longuement dans son box et on nous a fait savoir chez BMW qu'on allait ressortir si c'était possible, mais uniquement sous régime de safety car. Pourquoi donc? Parce que si le problème électrique n'était pas résolu, BMW préférait que la voiture s'immobilise pendant une période de safety car où les positions sont gelées, plutôt que de risquer d'influer sur le résultat final de la course. Donc on peut quand même saluer cela. Et chez BMW, on a eu René Rast qui termine donc à la 2e position de ces 24 heures du Mans. First of all, obviously a huge achievement for the whole project, for BMW and for WRT. We worked so hard and so long for that podium, and till today we haven't really finished we haven't finished the race without the technical issues the last 3 years. So huge success. On the other side, of course, you wanna win that one. You wanna win that one, and if you get so close, it's bittersweet. So
mixed emotions, I would say. Vous évoquez Valentin Cadillac, justement, et c'était l'autre grand constructeur de ces 24 heures du Mans, en tout cas en termes de rythme pur. Et ça, c'est notre petit flex, mais c'est ce qu'on nous avait effectivement dit dans le paddock pendant toute cette semaine des 24 heures du Mans. Toute la semaine, on nous a dit Cadillac et BMW sont les favoris. C'est ça. Et bien finalement, la numéro 12 de Norman Nato, Will Stevens et Louis de Hétraz termine à la même position que l'an dernier, la 4e au pied du podium. Et la numéro 38 de Sébastien Bourdet, Earl Bamber et Jack Aitken, elle été contrainte à l'abandon. Donc on est quand même sur un bilan qui doit être assez mitigé, à minima, chez Cadillac. C'est surtout un crève-cœur pour Sébastien Bourdet, dont on a vu toute la détresse quand elle est sortie de la voiture au milieu de la nuit. Il est sorti de son prototype, il venait de s'installer au volant de la Cadillac. Oui. Il a effectué à peine 3 tours, il revient dans son garage et il sort de la voiture et il reste prostré long du mur, le casque entre les mains, comme s'il ne réalisait pas ce qui est en train de se produire, parce que c'était peut-être la chance d'une vie, enfin, de remporter les 24 heures du Mans. Et Manceau, on rappelle. Et Manceau, donc sa course, malgré tout son immense palmarès, c'est la course qu'il avait besoin de remporter. Et rien, à 47 ans, le temps file. Et vu comment la Cadillac 38 volait, à ce moment-là, elle avait une vingtaine de secondes d'avance. Alors, il restait 2 heures de course à ce moment-là, donc bien sûr, il pouvait se passer. Mais il avait clairement la voiture pour la gagne. Et donc, on a une pensée pour Sébastien Bourdet, malheureusement, qui était très, très touché après cet abandon. Et même plusieurs heures après, hein, puisqu'il a été au devant des médias d'ailleurs, et on salue aussi cette prise de parole, et il nous a expliqué que c'était une pièce qui coûte, peut-être 2 euros, 3 euros, tout à fait, dans le système de direction assistée, qui a fait qu'il n'avait plus de direction assistée, et c'était donc évidemment impossible de continuer. On salue aussi la numéro 101 du Wayne Taylor Racing, qui était présente pour Cadillac et qui termine dans le top 10 avec Philippe Albuquerque et des frères Taylor, Ricky et Jordan. Elle aura animé aussi ces 24 heures du Mans à plusieurs reprises, notamment lors des essais. Elle se montrait particulièrement en vert. Mais donc voilà, Cadillac avait cette chance exceptionnelle. L'évolution était très très bien adaptée à ce circuit des 24 heures du Mans. Malheureusement, ils n'ont même pas un podium pour pouvoir s'en réjouir. Donc ça ne doit pas être forcément très très simple pour Cadillac à l'issue de ces 24 heures. Par contre, même s'il y a eu un abandon, chez Genesis, on a atteint l'objectif numéro 1. L'une des 2 voitures a franchi la ligne d'arrivée de ces 24 heures du Mans. Alors qu'on a une Oreca. C'est ça, et on a une Cadillac. Et on a la Cadillac numéro 100. Hein. Vous voyez comme quoi il suffit qu'on... Alors moi j'ai un petit peu peur, Valentin. Je me demande est-ce qu'on n'est pas en train de pouvoir faire venir un petit peu tout ce qu'on veut. Parce qu'on parle pile justement de la Cadillac 101 et elle passe devant nous. Suivi par l'Oreca numéro 22. Et on a également la Ferrari d'Ilou Wadou, la numéro 150. La 150 de Richard Miller Corse, qu'elle partageait avec Custodio Toledo et Ricardo Agostini. Cette Ferrari aux couleurs brésiliennes. Vous voyez qu'on est au centre de l'action, là, on ne peut pas faire mieux. Suivi par la Oreca 37 de Celix Motorsport, qui a fait une très belle course en LMP2 avec un trio de 19 ans. Exactement. C'est Adrien Clominil, Egan Aguilera et Theodor Jensen a salué une course magnifique du jeune trio. 3 rookies au Mans. Ouais, ils ont vraiment fait une très très belle course, alors que voilà, sous-préfète, non, ça n'a absolument strictement rien à voir. Je disais donc, Valentin, que Genesis, ils ont quand même vu l'arrivée de ces 24 heures du Mans pour leur première participation. Les 2 voitures se sont qualifiées en Hyperpole 2, ce qui là non plus n'était pas vraiment quelque chose de prévu. Chez Genesis, on a l'air d'avoir vraiment pris la mesure de ces 24 heures du Mans et réalisé une performance tout à fait satisfaisante. Ah oui, chez Genesis, ils sont très contents de cette performance, puisque effectivement, le but était d'amener les 2 voitures à l'arrivée sans problème. Alors, il y en a une, la numéro 17 de Mathis Jobert, André Lothaire et puis Poderni qui n'a pas vu l'arrivée à cause d'une suspension cassée. Et la numéro 19, elle, par contre, a bien vu l'arrivée avec Mathieu Jaminet, Paul Louchetatin et Gianni Juncadella, malgré 2 problèmes électriques et 2 resets que les pilotes ont dû faire en pleine course, en pleine piste. Mais oui, c'est très bien de la part de Genesis pour une première au Mans. Et surtout, ils ont déjà montré de la performance. À un moment donné, dans la nuit, Mathieu Jaminet est apparu à plusieurs reprises en 4e position. Il a fait un quadruple relais à un moment donné. Pareil, Mathis Jobert a été extraordinaire. Non, franchement, Genesis mais comme finalement depuis le début de saison, impressionne pour ses débuts. On salue la 3e place de Mathis Jobert en Hyperpole 1 aussi, qui avait été vraiment impressionnante. Et je vous propose bien d'écouter justement Paul Louchetatin, qui s'est exprimé à notre micro après la course. On avait dit l'objectif, c'est de finir. On a fini. Et en plus de ça, on a montré de la vraie belle performance. On a appris beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui vont nous servir pour le futur. Donc, on est tous très, très fiers, très, très heureux. Il faut savoir célébrer. Il y a des moments comme ça où il faut célébrer. Et par contre, dès demain, on revient et on va travailler pour être prêt dans 1 an. C'est ça le plus important. C'est d'avoir appris, d'enregistrer et de revenir plus fort. C'était une année pour apprendre.
On a emmagasiné énormément. On a déjà appris beaucoup de choses des soucis qu'on a rencontrés pendant la course. Et c'est dans ces moments-là, surtout qu'on se découvre les uns mutuellement. J'ai la chance d'être entouré de personnes qui sont des vrais passionnés et qui ont les mêmes objectifs que nous. Donc, on partage cette envie de gagner, cette envie de construire de belles choses. Et je sais qu'avec ce groupe de personnes autour de moi, de nous, on arrivera à faire de belles choses. Et enfin, mon cher Valentin, pour terminer, et vraiment, je pense que nous sommes les rois du timing, puisque vous allez voir apparaître derrière nous, tractée par ce magnifique quad, une Alpine, l'Alpine A424 qui va arriver. Et justement, mon cher Valentin, cette Alpine A424, eh bien, tu l'as vu pendant cette semaine, puisque tu as passé la semaine avec les équipes de Philippe Sino et d'Alpine en Coxine pour ce qui est la dernière de la marque française, la marque Option A430. Oui, tout à fait. C'est avec une certaine émotion qu'on voit passer cette voiture, qu'on ne reverra probablement pas aux 24 heures du Mans, en tout cas sous ses couleurs. Et je remercie Philippe Sino pour son accueil durant toute cette semaine au sein de son équipe. Je peux vous dire que pour avoir passé notamment le dernier quart d'heure dans le garage Alpine, on a vu beaucoup de larmes et de pleurs pour la fin de cette aventure qui se termine par un double top 10 aux 24 heures du Mans, puisque la numéro 35 d'Antonio Félix da Costa, Charles Milesi et Faldan Helpurg a pris la 6e place, tandis que la numéro 36 de Victor Martins, qui faisait ses débuts au Mans, Frédéric Paco-Vietti et Jules Bonon, a terminé 10e. Je crois que le cœur de chacun d'entre nous restera bleu, ça c'est sûr, jusqu'à la fin de ses jours. Sur cette course en particulier, c'est le meilleur résultat de l'Alpine A424, cette 6e place. Je crois, même si le résultat est un poil décevant, dans le sens où je pense qu'on avait de quoi faire mieux, pour autant, on est à notre place. Sincèrement, au regard du niveau de la concurrence et ce que les autres ont délivré, on a été de temps en temps capable de jouer à la régulière la 5e place dans la nuit. Mais il y a des moments où on n'était pas au niveau, entre guillemets, et notre voiture était trop compliquée pour nos pilotes à emmener à certains moments. Je les remercie, ils ont fait 0 erreur. 0, pas un gravier, ça il faut le souligner, mais que ça soit en essai libre, en course particulièrement, et particulièrement Victor. Et ça n'a pas été facile parce qu'on l'a fait rouler de jour, de nuit, et il a prouvé à tout le monde qu'il avait sa place. Je remercie l'équipe, c'est la course la plus propre qu'on ait faite. Je ne suis même pas allé en direction de course. Je crois que ça n'avait jamais arrivé. Ils ont eu parfaite exécution dans les stands. Donc ça veut dire qu'on a bien fait notre travail et on doit être fiers de ça. Si j'avais à réécrire une page avec quelqu'un, un partenaire, un constructeur, je prendrais exactement la même équipe. Voilà. Bon, je suis obligé de poser la question de l'avenir. Que sera-t-il ? Je vais dormir, tu vois, déjà. Je vais prendre une douche, il va falloir. Et puis on va travailler d'arrache-pied pour finir ce championnat le mieux possible. Et les résultats qu'on sera capable de montrer, ça sera notre fonds de commerce pour continuer et avoir une suite tous ensemble. Et on retrouve Mehdi Cazeran-Vergès avec nous. Merci d'être avec nous, Mehdi. Un vrai plaisir, Michael. Puisqu'on va parler LMP2 GT3, il n'y a évidemment pas que les hypercars aux 24 heures du Mans. Puisqu'en LMP2, mon cher Mehdi, eh bien, nouvelle victoire d'Inter-Europol Compétition, nouvelle victoire de la 43, nouvelle victoire de Tom Dillman, Kuba Śmieszowski et Nick Yelloly. Et oui, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui fait le back-to-back. Ah, ça y est, je sens une pointe d'espièglerie, il est content. Et oui, donc nouvelle victoire de l'équipe polonaise qui place même ses 2 voitures aux 2 premières places. Donc, exactement. Course extraordinaire de cette équipe-là. Tom Dillman qui était vraiment très ému, on l'a vu en conférence de presse, puisqu'il portait un casque peint en jaune qui était la couleur du casque de son père qui est malheureusement décédé l'année dernière. Ouais, et je vous propose justement qu'on écoute Tom Dillman qui nous en a parlé d'ailleurs à notre micro également après ces 24 heures du Mans. Les 2 voitures étaient dans le pot. On a choisi des stratégies différentes aussi à cause de la position dans les box. Nous, on ne pouvait jamais boxer en étant devant eux au même moment. Eux ont choisi de faire un quadruple et un triple pour finir et sur la nôtre, on a fait 2 fois double. Et ça a payé, quoi. Moi, j'avais pas envie d'être en mode défense, j'avais envie d'être en mode attaque. Et c'était le bon choix. J'ai pensé à mon père sur la grille pendant la cérémonie. Et puis, c'est cool de gagner la plus grande course que je peux faire dans ma carrière, c'est Le Mans. Et de gagner cette course avec son casque, c'est cool. On a eu
beaucoup de pépins, les 12 premières heures, des cafouillages constants, des pénalités, etc. C'était un peu, fallait garder nos nerfs, on va dire. Après 12 heures avec Nick, on s'est regardé et dit bon, de toute façon, la seule chose qui puisse nous faire plaisir, c'est de gagner. Donc, on y va, on attaque les vibreurs et on pousse au max. Et puis, voilà, si on gagne, on gagne. Et si ça casse, ça casse. Alors, on s'est réjoui pour Tom Dillman, notamment notre pilote français qui remporte les 24 heures du Mans à l'MP2. L'équipe française du Ken, c'était très bien parti avec Julien Handlower, Richard Verschoor et Dorian Pam. Malheureusement, ça a tourné vinaigre dans les dernières heures de la course avec un abandon. Oui, et pourtant c'était la voiture la plus compétitive sur cette catégorie, parce que c'est la voiture qui a enregistré le plus de tours en tête du LMP2. Et malheureusement, Richard Verschoor a eu un problème de disque de frein à l'avant gauche dans les Hunaudières, qui l'a forcé à l'arrêt immédiat. Et c'était la fin de cette magnifique aventure qui aurait fait de Dorian Pin peut-être une vainqueur au 24 heures du Mans. Bon, alors on espère que c'est que partie remise pour cette jeune pilote. Exactement, ça joue en tout cas le podium très clairement pour cette Duquesne numéro 30. Mais une voiture qui a terminé sur le podium, c'est la numéro 29 de chez Forestier Racing by Panis. On a retrouvé notamment Esteban Masson, Oliver Gray et Louis Rousset qui faisait sa première aux 24 heures du Mans. Ils sont associés en ELMS, habituellement l'ELMS dont ils ont remporté le titre l'an dernier avec Charles Milesi. Et cette voiture, eh bien, elle termine encore sur le podium, deuxième l'an dernier, troisième cette année. Ça a encore très bien marché pour l'instructeur d'Olivier Panis, qui est également avec VPS Racing, avec TDS Racing, avec beaucoup d'entités. C'est très français et c'est très multiple. Absolument. Et on peut pousser un petit cocorico pour Esteban Masson, qui a signé le meilleur tour de cette catégorie. En qualification à l'Hyperpole 2, exactement. Absolument. Et également en course. Comme quoi, il a vraiment été rapide de A à Z, Esteban Masson. Ça, c'est une certitude. Très rapide, et il semblerait que Toyota soit très heureux de cette prestation, puisqu'il fait partie du giron de pilotes de développement de la marque japonaise. Exactement. Et à seulement 21 ans, l'avenir est radieux pour ce pilote tricolore. Et il a notamment roulé dans la Toyota TR010 lors de la journée test des 24 heures du Mans, puisque c'était lui le pilote de réserve de Toyota. S'il se passait quelque chose, il devait justement avoir fait un nombre de tours minimum pour pouvoir monter au pied levé dans cette voiture. Et on va retrouver Esteban Masson justement à l'interview à l'issue de ces 24 heures du Mans. La satisfaction d'être revenu de plus d'un tour de retard au podium. On n'a vraiment pas lâché une seule seconde. On a eu pas mal de retard à un moment pendant la course. Et comme je l'ai dit, toute l'équipe s'est donnée à 100%. On a réussi à revenir sur le podium, donc très content. Malgré que en LMP2, on sait que c'est une one-off, on vient tous pour gagner. C'est un peu dommage de passer aussi proche 2 années de suite. Mais j'espère revenir d'aussitôt et ça me donne encore plus envie de gagner. 2 années de suite aussi proche, c'est juste un petit peu frustrant. Je reste un peu là-dessus, mais demain, évidemment, je serai encore content. C'est un peu comme l'année dernière, on passe proche. Donc sur le moment, on est toujours un petit peu frustré, mais très content pour tout le monde. Tout le monde mérite ce podium. Et un grand merci à tout le monde. L'an prochain, peut-être la catégorie supérieure avec un constructeur japonais. Ça va voir, l'avenir nous le dira. Et enfin, Mehdi, la dernière catégorie de ces 24 heures du Mans, dernière dans l'ordre, on va dire, de rapidité sur un tour, mais certainement pas en termes d'intérêt. La catégorie GT3, la victoire de la Corvette numéro 33 de TF Sport. Là aussi, ça s'est décidé dans les dernières heures. Corvette, toujours fringant. Parce que ça fait 25 ans cette année qu'ils ont remporté leur première victoire de catégorie au Mans. Et c'est la 10e en plus cette année, comme quoi c'est merveilleux. Oui, voilà, tout est bien qui va bien pour les Américains, qui avaient utilisé la même livrée jaune en 2001. Oui, c'est vrai. Donc il y a vraiment ce côté, ce rapprochement historique américano-britannique, puisque c'est une équipe anglaise qui a exploité cette voiture, l'équipe TF Sport. Et il y a eu aussi une alliance américano-britannique du côté des pilotes, puisqu'on a Ben Keating, qui est un Américain qui a gagné pour la 3e fois en GT au Mans. Mais on a aussi un Anglais qui est Johnny Edgar, 21 ans seulement. C'est sa première victoire de catégorie au Mans. Et il a été déclaré le man of the match par son autre équipier qui est Nicky Katzberg, qui n'est pas un tendre en piste, donc c'est un sacré compliment. Qui n'est pas le dernier non plus, Nicky Katzberg au 24 heures du Mans, ça c'est certain. Je vous propose justement qu'on écoute Ben Keating qui revenait de blessure, lui qui n'avait pas pu participer justement aux premières manches de la saison et aux premières courses, même globalement. Il nous en parle. Et Mehdi, je te remercie aussi, on remercie tout le monde de ces 24 heures du Mans. Merci de nous avoir rendu visite. Et moi je vous remercie du fond du cœur pour toute votre fidélité légendaire pendant toute cette semaine des 24 heures du Mans. Je me permets de le dire puisque je ne vais pas animer la fin de cette émission, mais petite surprise, ce sera juste après Ben Keating. The doctor says my bone is healed.
but my tendons and my muscles are not there, and it would be very painful. And it was. And so the hardest part was to get in and out of the car and to tighten the belts and all of that. And so we decided I would start the race where I could get help. And I did 5 stints to start the race, out for 2 hours. And then I got in and did 4 stints. So I finished all of my drive time, in the first 8 hours and 15 minutes of the race. And I feel like that's one of the main reasons why we finished where we did, because we had a safety car that came out right around midnight, and I got to gain any time that I lost back, and my drive time was over. And I think every other car still had to do several hours with their bronze driver. And so, what started out as a disadvantage ended up becoming an advantage. Allez, fini pour Michael Duforest, fin de relais pour lui et pour Medi Cassoran, on les remplace. Et puis on va pas parler nous en plus des 24 heures du Mans avec Mathieu. Hein. Tu es habillé en rouge, c'est un peu la thématique du moment. Parce qu'il y avait des 24 heures du Mans. Je sais pas ce qui te fait dire ça en tout cas. Nous on est dans le paddock de Barcelone, on va dire en tout cas. Essayez de vous imaginer qu'on est à Barcelone parce qu'on est là pour vous parler de Formule 1, parce que forcément c'était le Grand Prix de Barcelone-Catalogne, c'est un Grand Prix assez exceptionnel, on va dire, par son résultat, avec la victoire de Lewis Hamilton, celle qui a été tant attendue finalement par tous les tifosi, par tous les fans de Lewis Hamilton, la 106e de sa carrière, première avec Ferrari. On va continuer dans les stats en disant aussi que c'est la première victoire d'une monoplace rouge depuis le Mexique 2024, et c'était Carlos Sainz à l'époque. Ouais, c'est assez improbable, c'est vrai qu'on n'a pas eu de victoire de Charles Leclerc pendant cette période, donc voilà, on attendait la première victoire Ferrari de cette nouvelle ère, quelque part, 2025-2026. On en parlait dans les précédentes émissions. Est-ce que la dynamique ne va pas vers Lewis Hamilton? Eh bien, ça a été confirmé. 106e victoire. Sacrée victoire. Alors, pas forcément la plus spectaculaire, certes. Mais par contre, en tout cas, elle a été stratégiquement bien gérée. Et on sent surtout à Lewis Hamilton qui a eu du rythme, notamment en fin de course, où il inflige 19 secondes, c'est ça, d'avance? Oui, exactement. 19 secondes. Et c'est là où je te rejoins pas sur le pas la plus spectaculaire. Alors, évidemment, il y en a eu des particulièrement exceptionnels. Mais quand même, quand Lewis Hamilton ressort des stands après son 3e arrêt, donc déjà en effet la stratégie, tu l'as dit, assez agressif, 3 arrêts au stand contre 2 pour les Mercedes par exemple, et quand il ressort des stands, il a des pneus qui sont que un tour finalement plus neufs que ceux de George Russell, il ressort à une seconde devant George Russell, et puis là il lui met 19 secondes à la régulière. C'est ça. On rappelle quand même qu'on parle de George Russell et des Mercedes, parce que Kimi Antonelli était derrière et a dépassé Russell ensuite avant d'abandonner, mais on parle de Mercedes qui ont gagné quand même les 6 premières courses de la saison, et qui là, à la régulière, pour le coup, prennent 19 secondes par une Ferrari. Pour mesurer l'événement, vous l'avez compté, on était au Mans, bien sûr, évidemment, comme nos collègues. On doit quand même donner les petits off, les petits insights. C'est vrai qu'en salle de presse, quand ça a coïncidé avec l'arrivée, à quelques minutes près, bien sûr, des 24 heures du Mans, on était quand même assez nombreux à avoir un petit œil sur Barcelone quand même, parce qu'on sentait qu'il se passait quelque chose. Il y avait une forme de séisme, bien sûr, en Formule 1. Et puis, au-delà de la victoire, c'est vrai qu'il y a aussi une sacrée opération comptable pour Lewis Hamilton. Il y a une sacrée opération comptable puisqu'il revient à 41 points de Kimi Antonelli, qui avait du coup 66 points d'avance sur Lewis Hamilton, 68 sur George Russell, et Kimi Antonelli lui est arrivé finalement ce qu'il est arrivé à George Russell au Canada, donc c'est un peu un juste recours des choses, un manque de stabilité sur la Mercedes, un abandon en toute fin de course à 3 tours de l'arrivée, au même tour d'ailleurs où Charles Leclerc a lui aussi eu un souci et a également été contraint à l'abandon. Ça permet quand même à Lewis Hamilton de faire un bon rapproché au classement du championnat du monde, à tel point qu'on a quand même eu une déclat de Toto Wolff après la course, qui est presque un peu étonnante. Voilà, elle est assez dingue. Même Toto Wolff commence à dire qu'il y a désormais 3 pilotes qui vont se battre pour le titre, avec des 41 points qui séparent seulement Antonelli et Hamilton, et qui vont même déjà commencer à réfléchir à donner des consignes d'équipe, Mathieu. Je sais pas ce que t'en penses, mais d'un côté, la personne qui connaît le mieux dans ce paddock, Lewis Hamilton, et qui sait qu'il peut être dangereux malgré ses 41 ans, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est Toto Wolff. Il le connaît par cœur, ils ont été grands amis, ils le sont toujours d'une certaine manière. Donc c'est vrai que quand on a quelques petites vannes, ce sont des vannes, quand on dit justement, oui, Lewis c'est toujours notre pilote, c'est vrai qu'on l'a entendu, ça de la bouche de Toto Wolff cette saison. Et là, quand ça commence à devenir concret et comptablement dangereux, il va falloir se reconcentrer et compter sur Lewis Hamilton dans le championnat. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire que ça y est, tout est bousculé. Mercedes reste devant. Il y a un avantage évidemment que ce soit moteur, véhicule, pilote aussi. Kimi Antonelli n'est pas fini pour autant. C'est pas parce qu'il a eu un abandon qui n'est même pas de son ressort, qui plus est. Surtout qu'il était encore en train de battre George Russell alors qu'il partait derrière, qu'il était plutôt derrière tout au long de la course. Et il est revenu en fin de course, il l'a dépassé. Il allait encore lui reprendre quelques points. C'est ça, et on note, qui plus est, une prise de pouvoir de Lewis Hamilton qui se confirme. Donc on verra aussi la réaction de Charles Leclerc, qui sera particulièrement intéressante dans les prochaines semaines. On sent qu'il a eu des problèmes avec les freins. Là où Lewis Hamilton, lui, commence à devenir de plus en plus à l'aise avec la voiture. Donc il va y avoir des enjeux qui vont être très nombreux, et surtout une incertitude qui commence à arriver.
c'est tout ce qu'on attendait en Formule 1. Oui, surtout que tu l'as dit, Charles Leclerc, on va en parler brièvement, c'est quand même un deuxième abandon consécutif. Tout à fait. Cette fois, qui n'a absolument pas de son fait, même si celui de Monaco aussi, il l'avait justifié par ses problèmes de frein. Ça fait quand même mal déjà de incomptablement, mais ça fait aussi mal dans la tête parce qu'en effet, tu l'as dit, il est moins à l'aise avec la monoplace. Et on rementionnait cette victoire de Carlos Sainz au Mexique en 2024, qui était jusqu'alors la dernière de Ferrari. Et tu l'as très bien dit, Charles Leclerc n'a pas gagné depuis, alors que c'est lui qui est finalement le pilote Ferrari, en tout cas qui se veut être le pilote Ferrari, qui vient de prolonger aussi, on le rappelle, pour plusieurs saisons. Donc, est-ce que Charles Leclerc, il n'est pas en train un peu de passer dans l'ombre de Lewis Hamilton, et est-ce que ça le rend pas plus propice à faire des erreurs? Alors, au même titre que Lewis Hamilton n'était pas en train d'avoir, on va dire, un niveau intrinsèque qui baissait, à mon sens, l'année dernière. Je sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sentait que Lewis Hamilton était très critiqué, et je trouve un petit peu trop. Faut pas non plus oublier qu'il est Charles Leclerc. Par contre, effectivement, le fait que Charles Leclerc ait un discours tout de suite assez négatif, tout de suite assez, justement, à dire, bah voilà, moi, j'y arrive pas, et oui, ça arrive mieux. On sent qu'il y a un petit peu plus d'adversité dans le garage. Et forcément, on s'attendait à ce moment où l'un allait prendre un petit peu le step sur l'autre. Alors Lewis, d'un côté, lui, il arrive dans un contexte où c'est tellement normal qu'il soit derrière Charles Leclerc l'année dernière qu'on ne peut pas lui en tirer rigueur, du moins. Là, le fait que Charles Leclerc se fasse battre dans le sens, ça crée un peu plus le débat. Donc, moi, j'aurais tendance à être prudent et à dire on attend de voir les prochains Grands Prix, notamment sur d'autres circuits avec d'autres configurations. Mais attention quand même, notre ami Papy de 41 ans, il pourrait bien revenir aux affaires. Le Papy, exactement. Bon, puis très rapidement, on va mentionner aussi les autres constructeurs. McLaren qui sauve un peu les meubles avec un podium de Lando Norris, qui termine en plus pas loin de George Russell. Il y avait 4 secondes d'écart au passage de la ligne. Oscar Piastri, en revanche, beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué, il termine derrière, mais il est quand même assez loin de Norris tout au long de la course. Un peu à l'image de ce début de saison, peut-être pour Oscar Piastri quand même. Oui, de toute façon, les McLaren sont assez anonymes, mais Lando Norris est plus anonyme à cause des problèmes techniques qu'Oscar Piastri, qui lui peine à performer, c'est sûr. Donc il est sur, malheureusement, sa dynamique un petit peu de fin de saison dernière, moins en vue, du moins. Le talent, encore une fois, intrinsèque, il l'a, mais on sent que la confiance à l'avant de la voiture n'y est pas. On ne l'entend pas beaucoup dans les déclarations analytiques à proprement parler. Encore une fois, on attend de voir. McLaren est dans une phase purement de transition. On sent que c'est ce qu'on a le plus de mal avec le moteur, notamment. Donc, très très difficile de comprendre les datas et à quel point est-ce qu'Oscar Piastri peine ou que Lando Norris, lui, pour le coup, prend le pouvoir chez McLaren. Bon, tu parlais du moteur, ceux qui ont le meilleur moteur, à la surprise générale, c'est Red Bull. Red Bull, ça a été aussi assez discret, notamment Isaac Hadjar qui a eu un départ un peu manqué, qui s'est retrouvé 14e, puis qui est remonté, qui termine au final juste derrière Max Verstappen. Et juste derrière eux, la bonne surprise, une fois de plus, je veux dire, elle vient des Alpines, puisqu'on vous le rappelle, vous l'avez sûrement vu en début de week-end, Alpine a récupéré le podium de Pierre Gasly à Monaco suite à l'acceptation finalement de sa demande de révision déposée auprès de la FIA par rapport aux 2 pénalités qu'avait reçues Pierre Gasly à Monaco. Donc premier podium de la saison pour Alpine, et là une nouvelle double entrée dans les points grâce aux abandons entre guillemets de Antonelli et de Leclerc. Ils finissent 7e et 8e. Donc c'est quand même bien pour Alpine. C'est très bien. Et moi, évidemment, je suis impressionné par Pierre Gasly, comme beaucoup, par sa régularité, par sa capacité justement à performer, à être quelque part ce métronome de l'équipe Alpine. Mais je pense que tu es d'accord avec moi, Colapinto quand même prend du galon. Voilà. Et ça, c'est rassurant pour Alpine. Encore une fois, c'est pas du tout le meilleur pilote de la grille. C'est peut-être pas celui qui va faire passer un state monstrueux à... En revanche, c'est votre travail. Celui qui était, on va dire, beaucoup raillé dans le pilote payant avec Sébastien Ogier, qui quand même commence à amener les causes. Et au vu du beau texte et au bout de ce qu'a fait Alpine et de ce qu'a dû faire Alpine pour recruter, ça vraiment intéressant. Exactement. Donc, merci en tout cas à tous. Merci aussi à toute l'équipe d'Auto Hebdo qui a essayé de vous faire vivre de la meilleure des manières ce week-end aux 24 heures du Mans et à Barcelone. On pense à notre grand reporter Jean-Michel Desnoux qui était au Grand Prix de Barcelone de Formule 1, et puis à toute l'équipe qui était présente ici sur place. Mathieu Chambenois évidemment, Michael Duforest à la présentation des vidéos que vous avez pu voir juste avant, qui excelle toujours dans son rôle. Mehdi Cazoran-Vergès qui était également là pour nous parler du LMP2, du LMGT3, Valentin Glo juste avant. Et puis on pense également à Hugues Derkel qui est derrière la caméra au moment où on parle, qui est toujours là pour monter nos vidéos et pour essayer de vous partager ces instants de sport auto qui, on espère, vous plaisent et vous permettent à vous aussi, derrière votre écran, de vivre un peu ces événements exceptionnels. Voilà, un grand merci à toute l'équipe d'Auto Hebdo. On espère que tout ce qu'on fait vous plaît. On vous invite à aller retrouver le magazine dès ce soir en version numérique et puis dès mercredi en kiosque, avec évidemment des briefings des 24 heures du Mans, des briefings de la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone. Plein d'autres choses, Sébastien Loeb qui remporte le rallye des Vosges. Voilà, c'est tout ça, c'est dans Auto Hebdo. Merci encore à tous pour votre fidélité. On vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.